Andalek yu neex a neex i rajo moo fi ne fas yéene di leen bëggal i rajo i déglu leen. L'air du temps, votre émission hebdomadaire sur iRadio 93.3. Ce dimanche, les thèmes vont porter sur quelle analyse faire de la conférence d'Idrissa Seck. Comment comprendre certains silences et non-dits sans offre de médiation. L'affluence de la jeunesse pour la révision des listes électorales, quelle signification? Le coup de sang de Sadio Mané contre le roi Sané et l'onde de choc mondial. Pour analyser toutes ces questions, l'Air du temps reçoit Adama Thiam, ingénieur informaticien et écrivain, et Pierre Amatba, socio-anthropologue. L'Air du temps, c'est ce dimanche 16 avril 2023 sur iRadio 93. Dimanche 16 avril 2023, bienvenue à l'Air du temps qui reçoit aujourd'hui Pierre Amatba, socio-anthropologue, et qui est aussi président de Renfort réseau africain, national. Réseau national des forces démocratiques du Sénégal, et en ligne depuis Paris avec Adama Thiam. Adama Thiam est ingénieur en informatique et essayiste. Il a sorti un livre sur les relations internationales qui s'appelle Les chemins de la dignité. Adama dit: jamais dans l'histoire des temps modernes, un continent n'a été aussi déterminé par l'extérieur. Les relations internationales sont et resteront mortelles. Elles se nourrissent continuellement de stratégies, d'alliances et de domination. Adama Thiam, merci d'être avec nous de Paris. Merci mon cher Alassane. Merci donc, nous sommes dans l'air du temps. On démarre cette émission avec les dernières informations et les dernières nouvelles. Idrissa Seck a tenu une conférence de presse à Thiès. Dans cette conférence de presse de près de 2 heures, ce qu'on peut retenir dans cette conférence de presse, c'est qu'Idrissa Seck sera candidat en 2024. Il a aussi dit que Macky Sall n'a pas droit à un 3e mandat. Il plaide pour qu'Ousmane Sonko soit candidat. Il parle aussi de médiation pour calmer la situation politique du Sénégal. Adama de Paris, là où vous êtes, quelle lecture faites-vous de cette sortie d'Idrissa Seck et surtout des 3 points qu'on a soulevés? Bonjour cher Hassan et merci pour votre invitation. J'en profite également pour saluer vos auditeurs. Et bonjour Monsieur Ba, mon co-débatteur. Oui, Alassane, j'ai suivi avec intérêt la conférence de l'ancien Premier ministre. Et je dois dire que je suis habité par plusieurs sentiments. D'abord, M. Idrissa Seck, c'est un homme avec qui nous, en tant que jeunes, nous avons découvert la politique dans les années 2007. Nous étions très jeunes, encore étudiants. Et ses propos en tout cas d'avant-hier, initialement, j'ai été sensible sur la partie où il tirait référence du Coran. Mais disons pour la suite, à l'image de la majorité de la classe politique, j'ai trouvé un homme qui me semble ignorer les grands enjeux du continent et donc de notre patrie, le Sénégal. Le Sénégal vient de subir, à l'image des autres pays du monde, la crise de la pandémie de Covid, qui n'a pas réellement révélé les vulnérabilités de notre système sanitaire, puisque nous savions tous que nous avions un système sanitaire défaillant, voire inexistant. À cela s'est ajoutée la crise russo-ukrainienne, qui, nous, en tant qu'Africains, nous ne faisons que subir ses effets. Cela s'est matérialisé par la cherté de la vie, qui a plongé beaucoup de ménages sénégalais dans la pauvreté. À partir de là,
je vois un monsieur Idrissa Seck qui refuse de comprendre les images défis qui leur incombent, lui et les autres membres de la classe politique. Dans la forme, le style, déjà, lui, il nous avait habitués à un discours court, à un discours sérieux, à un discours empreint de solennité. Son discours d'avant-hier n'a été ni court, n'a été ni sérieux, ni empreint de solennité. D'accord. Alors, donc, c'est ce que je peux dire dans un premier temps. D'accord. Pierre, ce discours d'Idrissa Seck, sa sortie, les 3 points qu'il a alignés en parlant de sa candidature, alors qu'il est encore dans Benno, on entend de plus en plus des gens de Benno demander qu'il en tire les conséquences. Est-ce qu'il peut être candidat, rester au Conseil économique, social et environnemental, rester dans la coalition Benno? Il a parlé aussi de sa candidature en disqualifiant le Macky Sall, que les gens prêtent comme étant quelqu'un qui souhaiterait déposer une nouvelle candidature. Oui, en fait, le paysage politique depuis 2019 est en fait, on va dire, agité par cette question de 3e candidature du président de la République, et on a l'impression que depuis lors, on a oublié le Sénégal, et tout ce qui se passe, c'est que les gens se posent la question, sera-t-il candidat ou pas? Et c'est malheureux dans la mesure où je pense que nous devons d'abord apprendre à tirer les enseignements de ce qui se passe dans les pays voisins d'abord. Je pense qu'Amadou Toumani Touré, à l'époque au Mali, a cessé de gouverner le jour où il a dit qu'il ne sera pas candidat. Et les gens ne se rendent pas compte, ils oublient assez souvent, parce qu'en réalité, il n'y a pas eu réellement il n'a pas subi un coup d'État, il lui restait 1 mois au pouvoir. Mais à partir du moment où un chef de l'État dit « je ne serai pas candidat », tout le monde, il cesse de gouverner en fait, parce que tout le monde commence d'abord soit à vouloir être candidat, et les hommes d'affaires vont commencer à se dire mais qui pourrait être le prochain président, et les représentations diplomatiques et les autres pays, les partenaires, ils vont tous faire pareil, et chacun va avoir son candidat et chacun va commencer à anticiper en fait sur un mandat qui n'est pas encore là ou qui n'est pas encore arrivé à son terme. En fait, s'il avait dit qu'il n'était pas candidat, il devenait, comme on dit aux États-Unis, un canard boiteux. Oui, exactement. Il serait là pour amuser la galerie, mais il n'aurait plus de poigne, il n'aurait plus de décision, il n'aurait plus rien. Mais que dire il aurait les mécanismes de gouvernance, mais il gouvernerait pas. Que dire aussi de ceux qui estiment qu'en ne disant pas qu'il est candidat, en n'étant pas clair dans sa position, c'est une sorte de pression, de prise d'otage du pays, comme certains le disent. Mais non, parce qu'en fait, vous savez, un pays est régi par des lois et des règlements. Et il n'y a aucune loi qui impose au président de la République d'annoncer ou non s'il sera candidat ou pas. Je pense que les textes sont clairs à ce niveau-là, et nous avons des arbitres. Et à un moment opportun, les arbitres vont se prononcer. Mais on ne peut pas, à mon avis, on ne peut pas tordre la main à quelqu'un pour lui faire dire ce qu'on a envie qu'il dise, oui, et au moment où on a envie qu'il le dise. Mais Adam a l'impression, Adam Thiam, en disant que les hommes politiques sénégalais peut-être ne sont pas au fait des enjeux mondiaux, du fait de la crise ukrainienne, la crise aujourd'hui de la Covid qui est passée, le fait que les ménages soient dans des situations de difficulté, que les choses soient très dures, l'inflation, les prix sont trop chers. Au lieu de s'occuper justement de ces Sénégalais-là, on est dans des déclarations de candidature. Ben oui, comme si on était hors sol. En fait, nos hommes politiques à quelques rares exceptions près, ont toujours manqué de vision stratégique. Il a parfaitement raison. On ne maîtrise pas les grands enjeux du monde, et on ne maîtrise surtout pas la place que nous devons occuper dans le nouvel ordre mondial. Parce qu'il y a un nouvel ordre mondial qui se passe. Il y a d'abord une entreprise de dédollarisation qui est en train de se passer parce que le dollar a été rendu politique. Il y a le retour de la Russie. Il y a une redéfinition des termes de l'échange au niveau international. Il y a une remise en cause des conclusions de la conférence de la Jamaïque en 72-74 qui a permis au dollar d'être la monnaie internationale et qui a permis aux Américains de pouvoir faire marcher la planche à billets quand il le fallait, sans pour autant subir les risques d'une inflation, et de pouvoir aussi étendre leur pouvoir, parce qu'à partir du moment où ils ont politisé le dollar, à partir du moment où vous recevez
un transfert où vous faites n'importe quelle transaction en dollars, vous êtes sous le coup de la loi américaine, en fait. Et c'est comme ça que les Américains ont pu récupérer Alstom, par exemple, en France, des grandes compagnies, en vous mettant des taxes que vous ne pouvez pas payer, en vous mettant et puis vous vous faites racheter par une multinationale américaine. Donc tout ça est en train de changer et tout le monde sait que nous avons une longue tradition économique, en fait, de coopération économique avec l'Europe, et qu'aujourd'hui, l'Europe elle-même est en train de se rechercher, est en train de se redéfinir, de se repositionner. Et de notre côté, nous avons les BRICS, nous avons la Russie, nous avons la Chine, qui ne font pas trop de bruit, mais qui sont en train de vouloir mettre en place un système international d'échange, un système international de transfert, un système international de commerce. Aujourd'hui, on va dire le commerce des ressources minières et énergétiques entre la Russie et la Chine se fait en yuan, par exemple, ça ne se fait plus en dollars. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. La Chine est passée par plusieurs étapes. En 2007 déjà, ils avaient essayé pendant 10 mois de ne pas utiliser le dollar. Mais quelle est notre position par rapport à tout ça? Et je pense que, pour revenir à votre première question sur Idrissa Seck, je pense effectivement qu'il ne nous a pas parlé du Sénégal et des enjeux du monde. Il a omis de nous en parler. Ça, c'est d'un. De deux, je pense que Idrissa Seck n'est pas le médiateur de la République. C'est un homme politique. Il est candidat. Et il n'est pas de son ressort, même s'il est empreint de contradictions, de paradoxes et de mystères. Mais il y a des choses qui ne sont pas de son ressort. Adama Thiam, les silences, comme vous l'avez dit, des hommes politiques sur des questions essentielles d'enjeux mondiaux, mais qui touchent rapidement peut-être les Sénégalais qui sont dans les foyers, qui subissent les contre-coups des relations internationales. Est-ce que cela, c'est une volonté, c'est une ignorance entre guillemets des hommes politiques, ou bien qu'ils savent très bien que ces enjeux-là, et qu'ils n'ont pas les moyens de changer la situation, et ils se contentent donc de parler de façon beaucoup plus, entre guillemets, légère? Adama Thiam, vous êtes là? Je ne vous entends plus. Vous m'entendez, Adama? Allô? Oui, allô, vous m'entendez, Adama? Vous m'entendez? Allô, Alassane? Oui, Adama, je vous entends bien. On va essayer de reprendre Adama Thiam tout à l'heure, le temps que la technique revoie un peu la situation. Je vous pose cette question aujourd'hui. Est-ce que le fait que les hommes politiques ne disent pas les choses par rapport à la situation internationale, c'est une façon d'éviter les questions essentielles, ou bien c'est le fait qu'il y a un système qui empêche d'attaquer réellement les problèmes? Non, en fait, le système, il n'a pas de problème. Ce sont les hommes qui font le système, en réalité. Parce qu'en fait, quand on parle de système, il y a les hommes, il y a l'organisation. Donc, en termes d'organisation, nous sommes béton. De ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Donc, j'entends beaucoup de gens parler d'antisystème, sans pour autant savoir c'est quoi un système, comment il fonctionne, et c'est quoi le système du Sénégal. Hein? Donc, ce sont les hommes qui posent problème. Et ici, je pense qu'il y a un manque criard de vision, ça, je l'ai dit tout à l'heure. Je ne peux pas dire que les hommes politiques ne parlent pas de ces questions-là parce qu'ils n'ont pas de solution. C'est une question de préoccupation, c'est une question de priorité. Quelle est la priorité de nos hommes politiques? C'est ça la question fondamentale. Depuis les dernières élections, quel homme politique nous a parlé du Sénégal? Quel homme politique nous a parlé des réformes nécessaires dans le système éducatif, dans le système administratif, dans le système sanitaire? Personne. Nous ne les avons entendus sur aucune question urgente de l'heure. Aucune. La pauvreté, l'éducation, l'emploi des jeunes. Malgré tout ce qui s'est passé ici, personne ne s'est prononcé là-dessus. On est pour ou on est contre. On est candidat, on n'est pas candidat. En tant que président du Conseil économique et social et environnemental, vous nous faites une conférence de presse de 2 heures de temps. Vous nous parlez de tout, sauf de l'économie, de la société et de l'environnement. On a retrouvé Adama. Adama, je disais tantôt, Oui. Est-ce que le fait que les hommes politiques sénégalais n'abordent pas les questions de fond, c'est juste
un problème de vision ou bien de stratégie, ou bien eux-mêmes, ils savent que le système qui est là, ils sont incapables de le changer? Mon cher Alassane, je pense qu'en démocratie, il n'existe pas d'impuissance. En démocratie, on est toujours capable de faire bouger les lignes. Pour revenir juste, parce que cela me paraît très important, l'ancien Premier ministre a parlé de violence que l'État pouvait exercer légitimement sur M. Ousmane Sonko. Je voudrais dire ceci. L'idée de l'État, détenteur de la puissance publique, de la violence légitime, pour un Africain, tenir de tels propos témoigne de son inculture. C'est une idée rétrograde, c'est une idée passéiste, c'est une idée archaïque. Nous, en Afrique, nous avons eu un passé très douloureux. Pendant des siècles, on a été violentés. Pendant des siècles, on a été humiliés. Pendant des siècles, on nous a privés de notre liberté. Donc un homme africain de grande envergure doit comprendre que l'État en Afrique est un instrument pour défendre la dignité, la sacralité de l'être humain et de la nature. Puisque pendant longtemps, le continent africain a été considéré comme une terre d'extraction de ressources. Les hommes sont une ressource et les ressources naturelles sont une ressource. Donc, M. Idrissa Seck, son propos est à la limite réactionnaire. Mais ça peut se comprendre. Ça ne s'enseigne pas à Princeton. Il faut que nos aînés du Codesria lui prennent un séminaire et lui enseignent un peu l'histoire du continent et les enjeux de notre époque. Enfin, pour revenir à votre question, Oui. évidemment, lorsque dans des pays, le système éducatif n'arrive pas à sélectionner les meilleurs d'entre nous, pas ceux qui ont une mémoire pour recevoir, mémoriser et restituer tels qu'ils les ont reçus, il ne faut pas s'étonner que notre pays produise cette classe politique qui, disons-le clairement, elle est incompétente et insouciante. Donc c'est ce que je voudrais rajouter. Ouais. Ça nous permet d'enchaîner le deuxième point de notre débat. On a vu à la révision des listes électorales le rush des jeunes, des primo-votants vers les listes électorales. Certains disent que c'est une bonne chose que les jeunes aillent s'inscrire dans les listes électorales parce que la décision, c'est qu'ils prennent, la moyenne d'âge au Sénégal, c'est 17 ans, 18 ans par rapport aux jeunes qui doivent voter. Mais est-ce que aussi c'est un signe par rapport à ceux qui gèrent le pouvoir? Parce que souvent, les jeunes, quand ils s'inscrivent, c'est pour prendre des décisions contraires à ce que le pouvoir pense. Moi, je pense que c'est un signe d'hyperpolitisation et de politisation ordinaire de notre société. Pourquoi? Je pense que on a beaucoup de soucis quand on est entre 15 et 18 ans. Et je pense que la première chose à laquelle on pense entre 15 et 18 ans, parce qu'il faut regarder notre système scolaire. À 18 ans, les gens sont encore en classe de seconde ou première. Parce que les gens font le bac à 19-20 ans. On est encore au lycée. Cela veut dire qu'on a hyper politisé notre espace public et qu'on est dans la politisation ordinaire en enrôlant des jeunes qui ne savent pas très bien à quel sein se vouer au sein d'une cause qui n'en est peut-être pas, qui n'ont pas encore les outils qu'il leur faut pour pouvoir discerner, avoir une capacité de discernement qui leur permette de faire un choix conséquent. Nous avons eu 15 ans, nous avons eu 18 ans, nous avons traversé ces âges-là. Et nous savons comment nous pensions à l'époque. Avions-nous raison? Je pense que nous n'avions pas raison. Mais 18 ans, c'est comme la maturité.
Oui, mais on a décidé que 18 ans, c'était l'âge de la maturité. Vous savez, l'âge de la maturité, ça dépend de beaucoup de choses. Vous posez la question à Amadou Hampâté-Bâ, il vous dira non. Il vous dira que dans les âges de la vie, Amadou Hampâté-Bâ dit que la majorité, c'est 21 ans, parce que l'homme doit vivre 126 ans, divisé en 2 périodes de 63 ans, chaque période de 63 ans en 3 périodes de 21 ans, chaque période de 21 ans en 3 de 7 ans, et chaque période de 7 ans marque une évolution chez le jeune africain. Ça, c'est Amadou Hampâté-Bâ, ça, c'est la cosmogonie ou la cosmologie Peul. Donc, l'âge de la maturité à 18 ans, c'est Abdoulaye Wade qui en avait fait une bataille parce qu'il savait que son électorat était jeune. Mais à quoi ça coïncide? Si à 18 ans, vous êtes en seconde, à quoi ça coïncide 18 ans chez nous? C'est ça le problème. C'est-à-dire, il faut que, et c'est là où je peux rejoindre mon interlocuteur dans ce qu'il a dit dans son ouvrage, c'est-à-dire que nous devons créer nos modèles de l'intérieur. Malheureusement, tous nos modèles ont été créés de l'extérieur. Soit on les crée pour nous, soit nous allons les copier et nous ne savons pas les adapter, nous ne savons pas les créoliser. Et c'est un problème que nous avons. Alors, 18 ans aujourd'hui au Sénégal, qu'est-ce que ça représente? On a 18 ans, on est au lycée. On a 18 ans, on est désœuvré. On a 18 ans, on n'a aucune formation. Parce que n'oubliez pas que les chiffres sont là. Et les chiffres font mal. Comment régler le problème aujourd'hui de l'emploi des jeunes si ces jeunes-là n'ont aucune formation? Si la majorité de nos jeunes n'ont pas de formation? Vous l'avez dit tout à l'heure, 17, 18 ans, l'âge médian au Sénégal, c'est quel âge? Aujourd'hui, on a une population de 17 millions d'habitants. Savez-vous qu'au Sénégal, il y a 9 millions de personnes qui se réveillent tous les jours, qui n'ont aucune formation, qui n'ont été ni dans un atelier de formation, ni à l'école coranique, qui n'ont aucune formation. Et vous voulez trouver du travail à ces gens-là, mais comment? On a mis énormément d'argent, Guana, Plan Reva, Prodac. On a demandé aux gens d'aller faire de l'agriculture. Sauf que nous avons oublié que depuis 1960, nous avons perpétué le modèle occidental de l'enseignement, du système scolaire, qui n'était là que pour former des commis de l'administration. Ce faisant, nous avons dit à nos enfants que l'agriculture, c'est pour les pauvres. Si vous êtes dans l'agriculture, vous avez raté votre vie. Les métiers, nous en avons fait des métiers de ratés. Vous échouez à l'école, on vous demande d'aller faire de la mécanique. Vous échouez à l'école, on vous demande d'aller faire de la plomberie. Vous échouez à l'école, on vous demande d'aller faire de la menuiserie. On n'a jamais valorisé ces métiers-là. Aujourd'hui, l'État met des milliards et demande à ces gens à qui on a dit que ces métiers, c'est pour les pauvres, d'aller se jeter et d'aller investir dans ces métiers-là. C'est-à-dire, on leur demande de devenir des pauvres, en fait, plus pauvres qu'ils ne seront déjà. Ça ne passe pas. Et voilà pourquoi tous les programmes de l'État met énormément d'argent dans la formation, l'emploi ou dans l'emploi des jeunes, on va dire, ou dans l'entrepreneuriat des jeunes, mais ça ne marche pas. Parce que les jeunes ont l'impression qu'on leur demande, eux, ils veulent parvenir, on leur demande d'aller faire ce qu'on leur a toujours dit que c'était réservé aux pauvres. Oui. Adam Thiam, les jeunes ont pris il y a le rush de jeunes vers les commissions d'inscription sur le liste électorale. Certains font une lecture en disant que si les jeunes s'inscrivent aussi massivement, c'est dans la perspective de sanctionner le pouvoir. Mais il y a une question fondamentale qu'a posée à Pierre Ahmed. Même si ces jeunes-là élire un nouveau président s'ils le veulent, s'ils n'ont pas de formation, le mal continue. On a beau changer les chefs d'État, de changer les présidents, si on ne s'attaque pas aux questions de fond, de formation, d'éducation, centrées sur nos valeurs, les jeunes continueront toujours à chômer. Oui, Alassane, mais le plus important, à mon avis, la première lecture d'abord qu'on devrait faire de l'engouement des jeunes pour s'inscrire sur les listes électorales, c'est qu'au moins, ça témoigne que les jeunes, ils sont conscients que c'est bien beau de répondre massivement à des manifestations, mais en démocratie, c'est à travers le vote qu'on crée des alternances. Donc déjà, c'est à saluer ce niveau de conscience des jeunes, qu'ils aillent s'inscrire parce qu'ils sont conscients qu'à la fin de la journée, ce qui est important, c'est de se lever le dimanche et d'aller voter et puis de surveiller son vote. Ensuite, cet engouement peut s'expliquer par le fait qu'il y a une nouvelle frange d'hommes politiques
les nouveaux partis, j'ai pas envie de les citer, qui ont quand même fait un travail de conscientisation et d'appel, d'organisation des jeunes pour qu'ils aillent s'inscrire. À partir de là, on peut se satisfaire d'une chose, c'est-à-dire que les jeunes qui se sont massivement inscrits, demain, ils veilleront à ce que les politiques répondent favorablement à leurs aspirations. Mais ensuite, c'est à l'État de mettre en place des politiques pour qualifier les jeunes. On ne peut pas chercher des circonstances atténuantes aux hommes politiques pour leur dire les jeunes n'ont pas été formés. C'est la responsabilité de l'État d'identifier les niches dans lesquelles il pense que le Sénégal il a des atouts pour créer valoriser. Parce que c'est quoi le progrès économique dans les sociétés humaines? C'est accepté par le travail, adossé à de la connaissance, transformer les ressources naturelles. C'est aussi simple que ça. Dans les ressources naturelles, vous avez les ressources énergétiques, vous avez la terre que vous pouvez cultiver, vous avez les ressources minières. Mais nos hommes politiques, présentement, de par leur inculture, encore une fois, ils refusent de prendre les mesures idoines pour mettre le Sénégal sur les rails du progrès économique. Ils refusent de participer à l'émancipation culturelle des hommes et des femmes, des enfants de ce pays, pour que ceux-ci puissent s'accomplir, se réaliser par le travail, par l'effort. Adama, est-ce que ce refus justement d'éduquer les jeunes, de les former, c'est une stratégie mise en place pour les maintenir dans la pauvreté, pour mieux les asservir? Mais cela témoigne encore une fois l'inculture des hommes politiques, puisque dans aucun pays au monde, la stabilité, la paix sociale ne repose sur un socle indestructible. Dès lors que les jeunes n'arrivent pas à se réaliser dans leur propre pays, en même temps, l'Europe nous ferme ses portes. Ceux qui sont prêts à mourir dans le désert algérien, libyen, nigérien ou dans les mers, il ne faut pas s'étonner demain qu'ils s'attaquent au domicile des hommes politiques. D'autant plus que, avec notre faible niveau d'éducation, on ne sait même pas reconnaître ce qui est la propriété d'autrui, ce qui est une institution de défense du pays, comme les gendarmeries par exemple, ou bien la propriété privée, c'est-à-dire les magasins des autres, les stations-service. Les jeunes, ils les attaquent parce que malheureusement, ils n'ont pas reçu une bonne éducation qui puisse travailler sur leur sens du civisme, du patriotisme. Donc les hommes politiques, ils jouent avec leur propre vie. Ils pensent que voilà, ils peuvent s'enrichir, être dans la désinvolture la plus totale, sans conséquence. C'est une folie. Il a posé à Ahmed une question fondamentale. C'est par rapport à l'accaparement des ressources par des hommes politiques. Maintenant, la jeunesse dans un niveau d'instruction très bas, parce qu'on ne met pas les moyens pour qu'ils puissent accéder à la connaissance. Parce que si les jeunes accèdent à la connaissance, ils ont plus de conscience, ils connaissent les enjeux. Et est-ce que justement, c'est un procédant de cette façon, comme l'a dit Adama Thiam, les hommes politiques eux-mêmes se mettent en insécurité? En fait, moi, je fais une grande différence. Je fais une différence entre les hommes politiques, le gouvernement et l'État. Mais est-ce que les jeunes savent faire la différence? Ils ne savent pas faire la différence. Ça, c'est une chose. Et nous sommes dans une sorte d'imbroglio où les gens pensent que l'homme politique, c'est l'État, l'État, c'est le gouvernement, alors que ce n'est pas la même chose. Vous savez, l'éducation est une obligation de l'État en tant qu'elle participe à la formation des jeunes Sénégalais. L'État, que ce soit Macky Sall au pouvoir, Ousmane Sonko, Idrissa Seck, Abdoulaye Wade, l'État ne compte pas sur des noms. Ça, c'est l'État. Ce qui s'est passé au Sénégal, c'est que le monde a évolué plus vite que notre système éducatif.
il y a eu les assises de l'éducation, hein. Il y a eu l'État, on a essayé de régler ce problème-là. Est-ce qu'il y a une volonté, est-ce qu'il y a une volonté réelle de changer justement cette éducation? La volonté, elle est là. La volonté, elle est là. Si elle n'a pas, entre 2000 et aujourd'hui, il y a une volonté je ne voudrais pas avoir l'impression de défendre l'État. Non, du tout. J'ai une question que je pose. Je dis si il y a la volonté là, mais qu'on ne met pas l'action pour que la volonté soit réelle, ça ne sert à rien, la volonté. C'est une volonté. Combien de fois vous avez entendu dire que 40% du budget de l'État va dans l'éducation? Vous êtes journaliste depuis longtemps, vous êtes un doyen. Vous l'avez entendu combien de fois? Un pays qui met 40% de son budget dans l'éducation nationale. Pour quel résultat? Et pour ne pas avoir de résultat, c'est qu'il y a problème. Le problème est systémique à ce moment-là. Et il faudrait pouvoir s'arrêter un peu, se poser les bonnes questions. Et il faut réformer. Je pense que ce dont le pays a besoin, c'est de grandes réformes. On a fonctionné sur un modèle qui ne marche plus, qui a atteint ses limites. Il faut maintenant de grandes réformes. Malheureusement, qui parle de réforme? Et c'est là où on peut maintenant, on parle de l'État, et maintenant on va parler des hommes politiques. Comment on vote au Sénégal? On dit que les jeunes ont une conscience citoyenne, ils sont conscients, ils ont une conscience politique, on a atteint une maturité politique, les jeunes vont voter massivement, mais ils votent pour quoi? Pour quel programme? Pour qui? Sur quoi est fondé le vote? Sur du Yamaner, sur du Djantal, sur du guerrier, ou sur du Momen, ou Momaner? Sur quoi est fondé le vote? Parce que quand on dit qu'un pays n'a que les gouvernements qu'il mérite, cela dépend du vote. Qui vote? Pourquoi il vote? Mais la question, elle est là. Pourquoi nous votons? Si aujourd'hui les gens disent que oui, Khadim Bamba Diagne a donné une réponse dans son livre. Pourquoi votons au Sénégal? C'est un livre intéressant qui montre qu'il y a beaucoup de votes affectifs, communautaires, qui fait que les gens votent plus pour des personnes que pour le programme. Mais exactement. À ce moment-là, maintenant, est-ce qu'on peut se plaindre? Est-ce qu'on peut se plaindre? Nous sommes dans un pays, attention. Est-ce qu'il n'y a pas un devoir d'éducation davantage de la jeunesse sur des enjeux vraiment fondamentaux? Vous savez, je vous ai une fois dit, et je pense que c'était ici, je vous ai dit, quand la Constitution du Sénégal dit que la langue officielle du Sénégal est le français, la première implication doit être l'école obligatoire pour tous et jusqu'à 18 ans. En tout cas, jusqu'à l'âge de la majorité, que ce soit 18, 20 ou 21 ans. Ça doit être obligatoire. Et à ce moment-là, l'État aurait l'obligation de faire en sorte que tout le monde aille se former. Mais nous sommes dans un système d'enseignement général. Jusqu'à 20 ans, on apprend à réciter des leçons, à parler français. On ne sait rien faire. Vous allez à l'université jusqu'à la maîtrise, vous savez faire quoi? C'est ça le problème. Vous savez faire quoi? On sait faire quoi? Donc, quel est le modèle économique que nous voulons? Excuse-moi parce que c'est important. Quel est le modèle économique que nous voulons? Parce que si nous ne définissons pas le modèle économique que nous voulons, nous ne saurons pas quel type de formation nous devons avoir. Oui. Mais Adama Thiam, certains économistes comme Pape Demba Thiam avaient dit que la formation doit être adaptée aux besoins de l'économie. C'est-à-dire la formation c'est bien, mais on doit identifier quels sont les besoins de l'économie du Sénégal et adapter la formation par rapport à cela. Oui, évidemment. Les pays, dans leurs espaces, ils ont des potentialités. Et l'éducation doit répondre à des objectifs définis par la communauté nationale elle-même. Nous avons hérité d'un système qui avait pour vocation de perpétuer une domination. Et depuis 1960, je ne pense pas que nos gouvernements qui se sont relayés à la tête de nos pays se sont privilégiés de s'asseoir et de se demander où est-ce qu'on veut amener notre pays. À partir de là, on crée une nouvelle architecture du système éducationnel. Et apparemment, ce n'est pas trop le cas. D'autant plus que la plupart de nos hommes politiques, leur objectif, c'est d'envoyer leurs enfants poursuivre leurs études ailleurs. Mais un système d'éducation doit permettre aux enfants de la nation de connaître
les sacrifices consentis par les générations qui les ont précédées, de chercher à y garder ce qui est bon et de consolider ce qui est bon et de maintenir ce legs. Ce n'est pas le cas chez nous. Oui, mais est-ce qu'aussi on ne doit pas aussi regarder, comme l'a dit Pape Demba Thiam, que la formation soit adaptée aux besoins de l'économie, en disant le Sénégal a besoin de quoi en termes économiques? Sur quel curseur, sur quelle chaîne de valeur le Sénégal pourrait gagner plus d'argent, s'industrialiser et aller vers un développement? Bon, personnellement, je ne crois pas à un progrès économique de grande envergure pour un pays pris individuellement en Afrique. Je pense que l'idéal dans nos pays, c'est d'aller vers la mutualisation de politiques économiques. Nous avons un espace, la CEDEAO, qui regorge de pas mal de pays avec des diversités climatiques et des diversités de gisements miniers. Donc l'idéal serait, sur le plan économique, d'abord de chercher à nous octroyer un minimum de souveraineté alimentaire. D'habitude, qu'est-ce que nous avons? En tout cas, l'histoire économique montre que les pays d'abord réalisent leur révolution agricole. Et lorsque le secteur agricole réalise sa révolution, le surplus doit être capté par le secteur industriel qui lui-même, grâce aux connaissances accumulées, crée son surplus qui sera absorbé par le tertiaire. Mais ça, c'est la théorie. Nous sommes dans un monde dans lequel il y aura des problèmes d'emploi structurels. Puisque autrefois, pour un pays, plus de 40% de la population active travaille dans le secteur agricole, disons 20 à 30 dans le secteur industriel et le reste dans le tertiaire. Aujourd'hui, avec les progrès scientifiques, technologiques, tout ce que vous voulez, peut-être 10% d'une population peut nourrir le double de la population que 40% nourrissaient auparavant. Dans un tel contexte, le système économique doit prendre en charge ces réalités. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, ce qui me paraît fondamental, c'est d'abord, nous avons des terres non utilisées. Moi, je suis totalement contre la mystification de l'abondance des ressources naturelles. Le progrès économique, il est apporté, à mon avis, par une chose: le travail, donc l'effort, adossé à de la connaissance. C'est aussi simple que cela. Ça nous permet d'aller, puisqu'on est dans la mondialisation, de parler de football aussi, avec l'affaire Sadio Mané. On a vu l'onde de choc de cette baffe que Sadio Mané a donnée à Leroy Sané. Et il y a eu une réaction de beaucoup de Sénégalais par rapport à cela, parce que Sadio Mané est considéré comme étant l'enfant prodige. C'était estimé qu'à son niveau de compétition, que Sadio Mané aurait pu retenir ses nerfs. Oh, c'est pas évident. Vous savez, moi, j'ai pratiquement pas fait de sport collectif. J'ai fait des sports de combat, donc où on est seul, on se prend des râteaux. Mais je pense qu'il n'y a pas péril en la demeure, il n'y a pas de quoi en faire un plat. C'est des choses qui arrivent. C'est des jeunes au-delà du monde devenu digital. Oui, en fait, on va en parler pendant une semaine, 2 semaines, après c'est fini. Et puis je pense que les gens ont cherché pendant longtemps quelque chose à reprocher à Sadio Mané, parce que le mec, il était trop clean, en fait, pour parler comme les jeunes. Il était trop
trop policé. Et donc, s'il y a une chose comme ça qui sort, ça aurait été on va dire Eric Cantona qui avait fait ça à l'époque. Bon, personne, on dirait, écoute, c'est Cantona, voilà. Oui, parce que Mais Sadio Mané, que ça vienne de Sadio Mané, ça surprend un peu. C'est un ambassadeur du Sénégal, c'est un ambassadeur de l'Afrique, du football. Mais on n'est pas à l'abri. Avec tout ce qui va avec. On n'est pas à l'abri de ça. Il y a un moment où on est soi-même, et puis il y a un moment vraiment où on est soi-même et où on n'a pas toutes ces considérations-là. Genre, je suis champion d'Afrique, je suis 2e ballon d'or, tout ça. Au moment d'agir, on ne pense pas à tout cela. C'est le cerveau reptilien qui fait ça. Il a agi. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas de quoi en faire un plat. On ne peut que le soutenir parce que je pense que j'aurais été à sa place, qu'on me dise les termes qu'on dit que le roi Sané lui a dit. Je pense qu'on n'en serait pas à une lèvre à recoudre, quoi, franchement. Parce qu'à un moment aussi, je veux dire, si vous avez connu le racisme, si vous avez subi le racisme, il arrive un moment où on ne peut pas toujours être policé. Et je suis contre l'argument qui dit oui, les racistes n'ont rien compris, jusqu'à ce qu'on leur fasse comprendre en réalité. Il faut leur faire comprendre. Et ils sortaient d'un match, il y avait une défaite, et puis de devoir encaisser cela, je pense que c'en était trop. Moi, je ne le blâme pas. Adama Thiam, ce qui s'est passé entre Sadio Mané et le roi Sané, il y a certains qui font une lecture par rapport à l'éducation, à la culture, que le fait que Sadio Mané n'est pas la même culture entre guillemets que le roi Sané, la même éducation, la façon de voir les choses, le droit d'aînesse qui est respecté chez nous, et tout ça peut être aussi un facteur d'incompréhension. Mon cher Alassane, je considère que c'est une fausse explication. Pourquoi? Bon, d'abord, je considère que c'est un épisode assez regrettable, puisque déjà le roi Sané, son père, Souleymane Sané quand même, il a été un international sénégalais. Il a participé au rayonnement de notre football. Maintenant, il faut revenir aux questions de fond. Lesquelles? Qu'est-ce qui fait que les Noirs, en général, et les Africains en particulier, sont méprisés partout? Pourquoi? La réponse me semble assez claire. Lorsque vous êtes ressortissant du continent le plus pauvre au monde, que vous avez les leaders politiques les moins compétents, que vous avez les leaders politiques, les dirigeants les plus irresponsables qui existent, il ne faut pas s'attendre à recevoir le respect des autres. Il faut savoir que le passé africain, l'esclavage et la colonisation, ce passé, il a fini par installer dans le subconscient collectif des autres communautés, notamment européennes, arabes et maintenant chinoises, asiatiques, un sentiment de supériorité envers les Noirs. C'est l'image du continent qui est projetée sur ses ressortissants. Je donne un exemple. Oprah Winfrey, nous tous nous le connaissons. Oui. Elle a été dans un magasin en Suisse. Oprah Winfrey, cette dame, elle est milliardaire en dollars. Pas les petits milliardaires en CFA. Des hommes politiques, quoi, je veux dire. Oprah, elle entre dans un magasin en Suisse pour acheter un sac. Elle demande à la dame, est-ce que vous pouvez, je peux avoir le sac qui est derrière vous? Et la dame lui dit, madame, est-ce que vous pouvez vous contenter des autres sacs? Parce que celui-ci est un peu cher. Au fait, il ne s'agit pas d'être sénégalais ou américain. Il s'agit d'être noir. Tant que le continent africain, ces enfants ne comprendront pas qu'ils doivent intelligemment, collectivement, solidairement, travailler à créer une émancipation totale du continent et changer radicalement, positivement l'image du continent, il ne faut pas rêver que de tels phénomènes, comme l'épisode Sadio Mané, le roi Sané, ne perdurent. C'est aussi simple que cela, à mon avis. Et il aussi parle quelque part de comportement des dirigeants africains vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis des Blancs, entre guillemets, cette sorte d'obséquiosité qui font que les gens ne manquent de respect.
Oui, vous savez, dans la l'Africain... façon même de gouverner leur pays. Vous élisez un président qui pille le pays, qui lui, ce qui l'intéresse pas, c'est pas l'avancement du pays, et il donne du grain à moudre aux autres. En fait, le noir a toujours été considéré comme la partie inférieure de l'humanité. Hein. Ça, c'est historiquement avéré. Mais pourquoi le noir l'accepte? Et en fait, je ne pense pas que le noir l'accepte. Je pense que... Il y en a qui l'intègrent. Vous savez, la décolonisation, et c'est là où nous nous sommes trompés, la décolonisation, elle devait se faire des deux côtés. Nous avons voulu l'indépendance, nous l'avons demandé, nous l'avons obtenue. Mais est-ce que l'Occident était prêt pour une telle indépendance? C'est une question qu'on ne se pose pas souvent. Et j'ai l'impression que l'Occident n'a jamais été prêt pour cette indépendance-là. Nous avons pensé avoir obtenu l'indépendance, nous avons pensé avoir obtenu une certaine souveraineté, mais les Blancs sont passés en coulisses pour rester les producteurs du spectacle. Donc quand on dit les dirigeants africains, il y en a beaucoup qui ont été des pantins, qui ont été dirigés depuis les coulisses par l'Occident, qui n'ont pratiquement pas eu de choix, qui n'ont pratiquement rien fait, qui étaient là au vrai sens du terme ngourou en Wolof, comme on le dit. Et je pense que c'est cette nouvelle génération de leaders qui va pouvoir changer les choses dans la mesure où c'est une génération qui ne souffre d'aucun complexe, qui a été dans les mêmes écoles que ces blancs, entre guillemets. J'aime pas trop utiliser ces termes blancs, noirs. J'ai tellement été là-dedans qu'à un moment j'en suis sorti en me disant écoutez, il faut passer à autre chose. Et je pense aussi que nous nous appuions beaucoup sur notre sort. Comme je dis souvent, moi je suis né indépendant. J'ai pas vécu la colonisation, j'ai pas vécu la traite négrière. Je suis né indépendant. Donc nous sommes dans un monde de compétition, il faut compétir. Et il faut que nous acceptions qu'un homme a marché sur la Lune il y a 60 ans, qu'on a envoyé des robots sur Mars. Donc le ciel n'est même plus une limite. Donc il faut que nous sachions et il faut que nous le comprenions maintenant, qu'à partir de là, nous pouvons changer énormément de choses. Nous pouvons compétir au niveau international, au niveau mondial, et nous n'avons de complexe à faire vis-à-vis de qui que ce soit. Nous sommes des êtres humains, nous avons une raison, comme les autres en ont, et nous avons des capacités, et comme dit Cheikh Ahmadou Bamba, la science est dans la nature et la connaissance est accessible à celui qui veut apprendre. Donc vraiment, si on a vraiment envie d'apprendre, on peut changer les choses, et j'espère bien que nous pourrons changer les choses au Sénégal, parce que c'est ça qui nous importe le plus. Il faut faire en sorte que cette nouvelle génération-là n'ait pas à affronter les problèmes que nous avons eu la paresse de résoudre. Adam, pour changer fondamentalement, comme vous l'avez dit dans vos discours, la façon dont on perçoit les Noirs, on perçoit l'Afrique, est-ce que ça demande de revoir les curricula, revoir l'éducation, ce qu'on enseigne à nos enfants à l'école, de façon psychologique, par exemple, qui prend l'histoire du Sénégal, où on insiste beaucoup sur les défaites que nos héros ont eues face aux Blancs? Est-ce que le fait il faut créer un imaginaire pour nos enfants, pour qu'ils puissent demain, devant n'importe quel citoyen du monde, être aussi capables de dire que je peux faire? Il est évident, mon cher Alassane, que le devenir d'une communauté passe par le système éducatif. Lorsque, dès le bas âge, on inculque aux jeunes Africains que vous êtes les meilleurs au monde, que vous êtes votre continent est le berceau de l'humanité, et que vous devez être les phares de l'humanité, il est évident que ces jeunes, lorsqu'ils seront des adultes, auront un comportement qui va se déteindre sur toute la communauté. Mmh. Donc, il est fondamental de revoir notre système éducatif. Donc, il faut retravailler l'imaginaire, à votre avis, même dans le cinéma, dans ce qu'on montrer nos héros, qu'on a été nous, ici, avant tout le monde. Absolument, absolument, absolument. Le cinéma, ça participe de la culture, puisque le progrès dans les sociétés humaines passe par la culture et se termine par la culture. Donc, comme Senghor l'a dit, la culture, c'est au début et à la fin de tout développement. Et c'est ça un peu l'ironie de l'histoire. Quand j'étais encore plus jeune, je me disais, Senghor ne nous a pas servi grand-chose. Parce que pour lui, le monde, c'était la culture, Mais avec l'âge, les lectures, on découvre quand même que la lecture est l'élément le plus fondamental dans les sociétés humaines.
Parce que la connaissance est dans les livres, c'est pas dans les Facebook et les lives. Hein. La connaissance est dans les Absolument, livres. absolument. D'accord. Merci infiniment Absolument. à Adama Thiam, ingénieur informaticien, Adama Thiam qui est écrivain, qui a écrit un livre qui s'appelle Les chemins de la dignité en parlant de l'Afrique. L'Afrique doit se reconcentrer sur elle-même avec sa propre culture, sa propre éducation pour développer le continent, arrêter de copier des modèles qui n'appartiennent pas peut-être au schème de pensée des Africains. Merci aussi à Ahmed Suzanne Ba, qui est socio-anthropologue. Ouais. Pierre Ahmed Ba, qui est socio-anthropologue, en même temps aussi qui a mis en place Renfort, c'est le réseau national des forces démocratiques du Sénégal. Biran Sissi, c'est la technique, Alassane Sambodjo au micro. Excellent dimanche à tous.